On avait déjà parlé, je crois, il y a très longtemps, du Big Bang dans mon café. Et puis, voilà, c'est un peu... je renouvelle Non, le Big Bang, non, c'était... J'avais fait 2 fois... C'était le nombre d'heures. J'ai fait 2 fois la courbure de l'espace-temps aussi. Oui, la courbure de l'espace-temps. Mais tu n'avais pas fait le Big Bang, c'est pas toi qui Non, l'avais fait ici... non, là c'est quelqu'un d'autre. Et l'intelligence artificielle, C'est pas Dieu qui a fait le Big Bang? On dit pas Big Bang. Vous l'avez fait? Ça, c'est... Oui, c'est quelqu'un. C'était Laurent. Ah, d'accord. Pas Laurent. Oui, je vois Laurent le grand mec. Bon, Ouais, on commence peut-être. oui. Parce que, bon, on va faire ça trop tard. Voilà. Oui, avec le casque. Oui. Allez, Michel, on t'écoute. Bon. Alors, c'est un peu scolaire, vous m'expliquez? Non, justement, nous, au contraire, on est des C'est une grands approche enfants. que j'ai fait ailleurs qu'un café philo, que j'ai présenté ailleurs. Alors, il y a des trucs un peu matheux, mais c'est pas, il n'y a pas d'équation, il n'y a rien. Oh non, c'est important ça. Non, franchement, c'est important qu'il n'y ait pas d'équation. C'est important pour vous, quoi. Non, quand il y a des équations, ça complique tout. Parce que les gens, la plupart, même moi, j'ai du mal. Avec certaines équations, j'ai beaucoup de mal, elles sont très compliquées. Donc, Alors, ça nous rassure, un agrégé de maths qui a du mal avec les équations, donc Ah ben. on est bien là. Attendez, il y a des équations, Non, je sais bien. On équations de commence choix. le sujet, peut-être que ce serait bon qu'on ait une demi-heure de retard. D'accord, oui, c'est ça. Justement, l'équation de Schrödinger, elle est hyper compliquée. Hein. C'est l'équation différentielle et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas des équations de lycée ou je sais pas quoi. On commence, Mireille. Oui, alors, d'abord, c'est une théorie de Big Bang. Hein. Alors, elle est quand même très, comment dire, très... Controversé. Non, elle n'est pas tellement juste. Mais c'est une théorie, hein, donc voilà, on n'est pas sûr à 100% que ça existait. Hein. Mais tout ce qu'on découvre de nouveau va dans ce sens. Alors, d'abord... c'est pas ce que dirait Francis. Oui, il ne croit pas. Il ne croit pas du tout. Ouais. Alors, j'ai peur qu'il vienne d'ailleurs. Alors, extrapolation dans le passé, dans l'univers en expansion, vous savez que l'univers matériel s'étend, même s'accélère. La distance entre 2 points quelconques augmente avec le temps. Donc, elle diminue lorsqu'on remonte par la pensée dans le passé, jusqu'à se réduire à 0. Imaginez un retour. Les modèles cosmologiques, donc cosmologique, ça vient du cosmos des Grecs, hein, on est d'accord, l'univers, compatibles avec les observations situent cet instant où les distances s'annulent dans un passé fini et sont dits à singularité initiale, dont il y aurait eu, il y a 13,7 milliards d'années, une singularité initiale, un événement issu pour l'instant du néant, parce qu'en fait on n'arrive pas à savoir vraiment ce qui s'est passé avant. On convient d'adopter cette singularité dans l'instant où les distances s'annulent, dont l'univers aurait été réduit à 0, comme origine des temps définissant l'âge de l'univers. L'évolution de l'univers peut être calculée dans le cadre strict et bien spécifié de la théorie de la relativité générale. Mais à mesure que l'on remonte dans le temps, les conditions physiques deviennent de plus en plus extrêmes en densité et en température. Si bien qu'il doit exister un instant appelé temps de Planck, au-delà duquel nos connaissances physiques ne permettent pas de remonter. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que il y aurait eu donc nos théories, là, nos équations, marcheraient jusqu'à un temps extrêmement petit, d'accord, mais quand même un temps fini. La constante de Planck, c'est 10 puissance moins 43 secondes. 0,42 secondes. Mais avant ça, ces équations ne marchent plus, parce que la densité était trop forte et la température. Et même, on peut même se demander si le temps n'était pas infini dans le petit laps de temps entre le 0 et le... On n'est même pas sûr que le temps n'était pas infini, en fait, dans cette durée de temps. Enfin, la mesure du temps, mais on ne sait rien, en fait, sur ce petit truc-là, on ne sait rien.
Il nous faudrait donc disposer pour cela d'une théorie quantique de la gravitation. C'est-à-dire, alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est trop compliqué. Donc, il y a la théorie, en plus je ne connais pas très bien, il y a la théorie de la relativité générale dont les ondes électromagnétiques, le mouvement des ondes électromagnétiques régi par l'équation de Schrödinger, avec le temps qui varie selon l'observation. Merci. Vous allez. Non, c'est bon. Attends, je vais remettre là, ça. Ben non, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. On va amener des chaises. Mais non, là, ils vont pas handicapés quand même. Bon, bah, comme tu veux. Moi, je voulais me rendre. Non, mais c'est très bien. Surtout pour ton épouse, plus que pour toi. Non, mais bien sûr. Ah, ben si c'est pour mon épouse, ça tu veux. Des chaises à côté. J'aurais bien aimé en prendre, mais apparemment, ils refusent de nous laisser les prendre. Elles sont toutes prises ou pas? Ils sont toutes Oui, bon, enfin, elles sont vraiment toutes prises, c'est chouette. Merci. Merci, jeune homme. C'est Maria. Faut s'asseoir sur l'escalier. Je reste là ou moi je reste ici? Merci. Donc j'ai indiqué mon exposé est très scolaire. J'ai commencé. Alors donc, on sait rien pour aller vite, quoique, maintenant, je sais pas. Entre un temps zéro, si ça veut dire quelque chose, le temps zéro, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a un saut conceptuel très, très difficile à aborder entre ce qui n'existe pas et ce qui existe. Et c'est vertigineux. Hein. Et la fameuse constante de Planck, 10 puissance moins 43 secondes. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans cet intervalle. Enfin, il y aurait une théorie quantique de la gravitation que je ne connais pas trop. En particulier, il n'est pas certain que l'univers était déjà en expansion au cours de cette ère de gravitation quantique. Il est même possible que la notion habituelle d'espace et de temps, dont l'expansion n'y ait pas de sens. Voilà. Donc, on va partir, on va dire, de 10 puissance moins 43. Alors, la matière présente dans l'univers a subi les conséquences de l'expansion, la matière actuelle. Les distances augmentant, les volumes aussi, une quantité déterminée de matière se retrouve en moyenne répartie dans un volume de taille croissant comme R puissance 3 de T, donc comme une sphère de rayon au cube, etc., en dimension 3, en moyenne. Avec le temps. Par conséquent, la densité décroît comme R puissance moins 3, c'est-à-dire 1 sur R puissance 3. Donc, le volume augmente de l'univers et la densité baisse. Je vous rappelle, la densité, c'est le rapport de la quantité de matière sur le volume. Évidemment, si le volume augmente, la densité baisse. Plus on remonte dans le passé, plus l'univers était dense. Mais la matière dense est plus chaude. L'univers était donc plus chaud dans le passé. Plus chaud, c'est un euphémisme. Hein. Dans l'univers très jeune, la matière... Dans l'univers très jeune, la matière très dense et très chaude émettait du rayonnement tout comme un corps incandescent émet de la lumière visible actuellement. Mais la matière universelle, de beaucoup plus chaude... Une question. Ah non, Voilà. non, Attendez, on écoute. On respecte. Parce que là, je lis mes 6 pages après parce que je... Non, tu continues. Tu continues. On est concentrés. Non, on est concentrés, c'est suffisant. Alors, mais la matière universelle est de beaucoup plus chaude que n'importe quel corps incandescent, émettait un rayonnement bien plus énergique que la lumière visible. À vrai dire, il est plus exact de dire que la matière était en équilibre avec le rayonnement. Il y avait constamment absorption et émission de photons par le gaz de matière qui baignait donc d'un rayonnement à la même température que lui. En fait, à l'époque, la matière, c'était sûrement pas la matière actuelle telle qu'on la connaît. Il y avait une espèce de mélange entre matière telle qu'on la connaît et rayonnement énergétique, en fait, décidément.
Alors, je rappelle, la température d'un rayonnement caractérise ses propriétés énergétiques, son domaine spectral. Alors, le spectre, vous savez, je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est de l'ultraviolet à l'infrarouge, c'est-à-dire les longueurs d'onde de toutes les couleurs, enfin, pour aller vite. Ainsi, un corps incandescent émet du rouge puis du blanc lorsqu'il est chauffé. Un peu moins chaud, il émet de l'infrarouge. Plus chaud, au contraire, il émet de l'ultraviolet, des rayons X, des rayons gamma. Bon, il y a plein de rayons de partout. Cela n'est pas sans implication, car le rayonnement représente de l'énergie, et comme nous l'enseigne la relativité générale, l'énergie est source de gravitation. Donc, E égale mc carré, en fait, il y a équivalence entre énergie et masse, et dont la masse symbolise la gravitation. L'univers primordial était donc dominé dynamiquement par le rayonnement, ce qui, comme nous l'avons vu, modifie son évolution. Cette ère du rayonnement a duré environ 1 million d'années, jusqu'à l'époque d'équivalence matière-rayonnement, suivie par l'ère de la matière. Donc il y a eu un passage comme ça. Je rappelle, c'est une théorie. Voilà, on n'est pas sûr à 100%. Alors, le rayonnement. L'omniprésence du rayonnement est riche à conséquences. En effet, les photons du rayonnement interagissent avec les particules de matière. La matière ordinaire est essentiellement formée de protons et de neutrons d'une part, alors par exemple qui composent les noyaux d'un atome, et d'électrons d'autre part. Donc vous savez, vous avez le noyau avec protons, charge plus et neutrons neutres, et les électrons qui tournent autour. Et les neutrons sont là pour empêcher que les électrons, en fait, c'est une sorte d'annihilateur de particules électriques entre les charges positives et négatives qui sinon s'attireraient. Mais à très forte température, les électrons sont séparés des noyaux. C'est-à-dire le schéma, là, les électrons, les molécules de la table ne sont pas à très forte température, dont les électrons tournent autour. Mais à la très forte température chamboule tout. La matière ionisée, matière neutre et matière ionisée ont des interactions différentes avec le rayonnement, alors que les photons du rayonnement passent à peu près librement entre les atomes d'un gaz neutre. Ils ont toute chance de rencontrer les électrons libres d'un gaz ionisé et ne peuvent donc pas se propager à travers lui. Le gaz neutre est transparent alors que le gaz ionisé est opaque. Bien plus, rayonnement et matière ionisée sont totalement liés, alors que la matière neutre peut évoluer indépendamment. Dans la matière neutre, on va dire c'est la matière, pour symboliser, qu'on connaît actuellement. À l'âge de 1 million d'années, donc après ce fameux zéro, l'univers était une température voisine de 4000 degrés Kelvin. Alors c'est la moyenne. Or, au-delà de 4000 degrés Kelvin, alors ça fait à peu près 4000 degrés Celsius. Hein. Il y a un écart de 273. Ah oui, bien sûr, je m'excuse. Le 0 degré Kelvin, c'est le zéro absolu, moins 273 degrés. On ne peut pas descendre en dessous. Centigrade, oui, excusez-moi, bien sûr. Bon, enfin, 4000 degrés Kelvin, c'est à peu près pareil que 4000 degrés Celsius. La matière est à l'état ionisé. Auparavant, l'univers était donc ionisé. Vers Z-1000, vers Z égale 1000, donc 1 million d'années après le zéro, instant que l'on appelle recombinaison, les électrons se sont combinés au noyau pour former des atomes, et la matière de l'univers est devenue neutre. Donc en fait, les atomes tels qu'on les connaît se sont sûrement formés avec le temps que l'on connaît, 1 million d'années après ce zéro énigmatique. Matière et rayonnement, couplés jusqu'alors, se sont découplés, d'où le nom de découplage parfois donné également à cette période, pour suivre des histoires séparées. En particulier, la matière, qui était alors empêchée de se condenser par la pression du gaz, commence à se contracter. Un processus qui aboutit des centaines de millions d'années plus tard à l'apparition des premières étoiles et galaxies. Donc, les premières étoiles et galaxies, c'est pas du tout faux au début. Hein. C'est à peu près 100 millions d'années ce zéro. Enfin, au début, il y avait une espèce de chaos, de soupe, enfin, il y a tous les noms, soupe primitive, chaos. Enfin. Mais la température a descendu,
et à un certain moment, s'est formé les galaxies, les étoiles. Alors, je vais parler maintenant du fond diffus cosmologique. À partir de la recombinaison, la matière suit son histoire propre en commençant à se structurer. Quant au rayonnement, il ne lui arrive à peu près rien. Il continue de remplir uniformément l'univers. Il n'avait pas de structure et continue de ne pas en avoir. Néanmoins, il subit lui aussi l'expansion universelle qui le refroidit. Il possédait une température d'environ 4000, je l'ai déjà dit, dans degrés Kelvin à la recombinaison, il y a 15 milliards d'années environ. Alors, ça a été recalculé. Hein. Maintenant, c'est 13,7. 13,805. Oui, 805. 805. Oui. Ce qui veut dire qu'il était composé de photons du domaine de la lumière visible. Il est aujourd'hui beaucoup moins énergétique, bien sûr, de température 2,7 degrés Kelvin seulement. Ça, c'est la température moyenne de l'univers. On se gêne. C'est-à-dire, c'est à peu près moins 270 degrés Celsius. Non, la température de l'univers, on se caille, hein. C'est très froid. C'est 2,7 degrés Kelvin seulement. Et ces photons là, C'est Gérard. oui. C'est fermé, là. Je veux bien, c'est Jacques qui ouvre. Il va faire tomber tout dans la tête. Oui, il faut laisser tomber. Il n'y a pas de chaise, hein. Il faut falloir que tu en prennes une. De l'autre côté, non, alors, on me dit il faut faire le tour, on ne peut pas faire le tour, il n'y a pas de chaise. Bah, tu en prends une, Gérard? Non, je ne veux pas. Est-ce que Jacques faut prendre une chaise là-haut. Oui, mais vous voyez, je vais remonter et redescendre avec mon arthrose à 80 ans. Non, mais je rêve. Je reste debout. Non, Il y a un jeune homme qui va te chercher une chaise. Gérard, il y a des chaises, on peut récupérer des chaises à côté, là. Non, mais ils veulent pas qu'on les prenne. Et on m'a dit non. Mais il était allé chercher une chaise. Ils veulent pas qu'on les prenne, je veux dire. Jacques est allé chercher une Non, mais c'est chaise. quand même scandaleux parce que nous, à chaque fois, ils nous font le coup. Là. Il va falloir qu'on trouve un autre endroit. Parce que là, il y a toute une rangée de chaises. ouais, Et on m'a dit on rentre pas par là. Ça y est, c'est bon, Gérard. Merci. Non, en plus, nous, on est des clients réguliers. Eux, ils sont des jeunes, ils prennent de l'exigence. Non, non, mais de toute façon, je vais Là derrière. Si, c'est bien, c'est bien. Jacques, Il y a un endroit au Gobelin qui est pas là, c'est le café des entrepreneurs. Il y a une salle. Ah oui, mais ça là parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui Si, il y a encore une personne qui va venir. Je peux demander si Une des deux jumelles. Ah, Je ne sais pas comment elle s'appelle. Louise. Ouais. Merci. Alors, tu te rapproches, tu vois rien. Oui, on peut continuer parce que bon, il faudrait quand même aussi. allez, on puisse en arriver. Alors, à partir de où, ah non, j'ai déjà lu là. 2, alors, pardon. Depuis 1964, année de sa découverte, les radioastronomes observent ce rayonnement et vérifient qu'il est extrêmement diffus, homogène, que son spectre est de nature thermique. Alors, le spectre est dit le corps noir, tel que le prédit le modèle de Big Bang, qui confirme ainsi brillamment. Les deux radioastronomes qui le découvrirent, je ne les connais pas, si Wilson, oui, fait deux noms. Arnaud A. Penzias, je ne connais pas, et Robert Wilson, oui, j'en connais parlé, reçurent le prix Nobel de physique en 1978. Ce fond diffus cosmologique, originaire de l'instant correspondant à 1 million d'années après le zéro, représente la trace la plus ancienne que les astronomes aient jamais enregistrée. Alors ça a peut-être changé depuis. Le satellite COB, alors Cosmic Background Explorer, dont la mission s'est déroulée de 1999 à 1990, a permis d'en préciser les caractéristiques. Il a tout d'abord vérifié avec une bonne précision le caractère thermique et l'isotropie globale. Alors isotrope, ça veut dire que tout est voilà, tout est homogène, l'homogénéité. Non, toutes les Non, homogène, c'est pas isotrope. pareil dans toutes les directions. Oui, je ne vais pas trop rentrer dans l'explication. D'ailleurs, on sait qu'il est isotrope puisqu'il est pareil dans toutes les Oui, directions. voilà. On ne peut pas savoir ce qu'il est Il n'y a pas de homogène. direction. Oui, On il peut n'y pas a savoir pas ce de qu'il est- direction on peut pas privilégiée. savoir ce qu'il est homogène. Ah oui. En accord, alors le COB, là, le satellite,
a par ailleurs décelé des fluctuations révélatrices de l'état de l'univers dans un passé trop lointain. De nombreuses autres expériences se sont consacrées à l'observation de ce rayonnement, d'une importance capitale pour la cosmologie. Alors, essayez de parler de l'univers primordial, ce qu'on en sait. Il se trouve que ces deux moments cruciaux dans l'histoire de l'univers, dont l'équivalence matière, rayonnement et recombinaison, coïncident à peu près, alors je l'ai dit 500 fois, 1 million d'années environ après le Big Bang. Comparé à un âge actuel de donc 13,865 millions d'années, milliards d'années. Il marque une coupure, ce qu'il est convenu d'appeler l'univers primordial, donc avant 1 million d'années, et l'ère de la matière. Toutes les formes de matière et de structure que nous connaissons n'ont pris naissance que bien après la recombinaison. Alors, la recombinaison, c'est la fabrication des atomes, des molécules, etc. Néanmoins, le déroulement de l'univers primordial est jalonné d'événements remarquables, déterminés par les conditions extrêmes de densité, de pression, de température, d'énergie régnant alors. Les astrophysiciens reconstituent le déroulement de l'univers primordial sous le nom de Big Bang. Alors, l'univers est alors baigné de rayonnement énergétique dominant sa dynamique intimement liée à la matière. Aucune structure n'existait. Alors ça, c'est très important. Il y avait... C'était le fameux chaos, quoi. On va dire, enfin, pas de galaxie, ni d'étoiles, de planètes, ni la moindre molécule, le moindre atome. Alors ça, c'est très important. C'était pas du tout comme l'univers actuel, enfin, qu'on connaît là, ici. Les atomes ne sont nés, comme nous l'avons déjà dit, qu'à la recombinaison. De fait, en remontant plus loin encore dans le passé, les structures de plus en plus élémentaires, les noyaux d'atomes, ou même les particules qui les constituent, n'existaient même pas. La fabrication des noyaux d'atomes les plus légers, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, est une des étapes la plus importante. Alors, là, on rentre dans la théorie pure. Dans les 3 premières minutes d'existence, l'univers ne contient que des particules individuelles. Essentiellement des neutrons, des protons et des électrons pour la matière, qui n'est pas formée. Hein. C'est des particules libres, en fait. Des photons et des neutrinos pour le rayonnement. Il n'existe donc aucun noyau d'éléments chimiques, puisque ceux-ci sont actuellement sont des assemblages liés de nucléons, sauf bien entendu des noyaux d'hydrogène qui se réduisent à un seul proton. Oui, ça c'est un détail. Le noyau d'hydrogène est un seul proton, un électron et un neutron, j'imagine. Non, il n'y a qu'un proton. Les neutrons, c'est deutérium, c'est les isotopes. Oui. Mais je m'excuse. Mais dans des conditions favorables, neutrons et protons peuvent fusionner pour former des noyaux d'atomes. Or, les modèles de Big Bang prévoient justement que de telles conditions se sont rencontrées 3 minutes environ après le Big Bang, à une température voisine du milliard de degrés Kelvin, ou milliard de degrés Celsius. Donc, cette fameuse nucléosynthèse. Selon ces modèles, le nucléon isolé se serait donc assemblé pour former les noyaux d'atomes les plus petits. Alors, comme tu as dit, ceux de deutérium, d'hélium et de lithium. Il se trouve que précisément, les astronomes observent ces éléments dans l'univers avec les abondances prédites par ces modèles de nucléosynthèse primordiale. Bien plus, aucune autre explication ne peut en rendre compte. Ces éléments ne peuvent, comme les éléments les plus lourds, donc carbone, oxygène, fer, etc., avoir été fabriqués à l'intérieur des étoiles. Les modèles de Big Bang montrent ici leur validité. À vrai dire, les observations les plus récentes ont déclenché une controverse à propos de l'abondance du deutérium. Des résultats contradictoires ont été rapportés. Globalement, en accord avec les modèles de Big Bang, ils favorisent l'une et l'autre version. La question reste ouverte. Bon, ma plage en 20 ans, je l'ai faite en 2000, etc. Je ne sais pas, ça a peut-être beaucoup évolué. Il y a des gens ici qui se connaissent plus que moi en physique, la physique. Je tiens à le dire. Non, mais Michel, non, ça m'intéresse, mais je ne sais pas. Alors, s'il n'y avait pas d'atome avant la recombinaison, c'est que l'intense énergie régnante aurait aussitôt détruit tout atome présent. De même, avant la nucléosynthèse, l'énergie régnante aurait détruit tout noyau de deutérium. En remontant encore dans le temps, l'énergie augmente.
atteignant des valeurs telles que les particules élémentaires elles-mêmes ne pouvaient subsister. Pendant la première microseconde après le Big Bang, alors là ça commence à chauffer, pardon, microseconde c'est 1/1000 de seconde. L'univers était rempli d'une soupe de quarks. Bon. Les quarks sont à l'état de nos connaissances les constituants les plus ultimes de la matière, quoique ça a dû peut-être encore changer. Ces quarks, au cours de la transition quark-hadron, alors le hadron, H-E-A-D-R-O-N, c'est encore une particule élémentaire qui semble l'étape supérieure au quark. Ce serait structuré en neutrons et protons. Mais la physique d'avant cette transition reste incertaine. Pour décrire la première microseconde de l'univers, les théories actuelles sont encore impuissantes. Tant densité et énergie sont élevées, c'est le royaume des hypothèses non confirmées. C'est vrai que... Ouais. Alors, l'univers très primordial, parce qu'avant, primordial, il y a très primordial. La première microseconde de l'histoire de l'univers est sans doute riche en événements, mais tout dépend de la théorie qui est adoptée pour décrire les interactions entre particules à très haute densité et énergie. Il n'existe pas de telle théorie en laquelle nous puissions vraiment avoir confiance, mais seulement des projets de théorie. Les physiciens s'intéressent particulièrement aux théories de grande unification, en particulier ce qu'on appelle théorie de jauge. Or, même sans être totalement spécifiées, ces théories de grande unification permettent quelques prédictions cosmologiques. Dans la première version dite d'inflation, l'univers serait resté quelques instants, alors je ne sais pas trop ce que veut dire quelques instants, dominé par une forme d'énergie particulière qui ne serait ni de la matière ni du rayonnement. La théorie conduit à lui donner le nom paradoxal d'énergie du vide. Mais ce qui compte en cosmologie, c'est son influence dynamique particulière. Au lieu d'entraîner une expansion relativement modérée, elle entraîne une expansion très rapide, exponentielle. C'est-à-dire au lieu que ça soit linéaire, c'est... Il se pourrait qu'en une durée aussi faible que 10 puissance moins 35 secondes, donc 0,3401 seconde, toutes les dimensions cosmologiques se soient accrues d'un facteur 10 puissance 50. Alors 1 avec 50 zéros, je ne dis pas, 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Davantage que pendant tout le reste de l'histoire cosmique. Alors il se pourrait. Hein. Ce modèle surprenant a des conséquences plutôt heureuses en cosmologie, par les effets de dilution extrême et par les modifications de la structure causale de l'espace-temps qu'il entraîne. En outre, il impliquerait un espace sans courbure. Il pourrait également rendre compte de l'apparition des premiers germes, devant conduire par la suite à l'apparition des structures cosmiques. C'est pourtant les cosmologues lui apporté une attention soutenue. Néanmoins, il semble difficile de mettre sur pied un scénario cohérent d'inflation, et cette idée sera peut-être abandonnée aussi vite qu'elle est venue. Je vais parler, passer la dernière page. Je vais parler maintenant des cordes cosmiques. Selon d'autres versions, la brisure de symétrie de grande unification pourrait avoir engendré des hétérogénéités particulières, soit ponctuelles, des monopoles magnétiques, mais cette version semble incompatible avec le reste de la cosmologie, soit des êtres longilignes, représentant des densités énormes d'énergie, les cordes cosmiques. Certains croient y trouver une origine à l'apparition, quelques milliards d'années plus tard, des premières galaxies. Mais ça reste actuellement très très spéculatif. Alors en conclusion, dans les modèles que j'ai présentés fournissent une vision de l'univers cohérente et relativement en accord avec les observations, mais des problèmes de diverses natures subsistent. En premier lieu, la structure de l'univers pose de nombreuses questions. Les galaxies ne sont pas réparties uniformément, elles se regroupent en amas, de dimensions à peu près de 5 mégaparsecs. Alors, je me rappelle plus ce que c'est un parsec. 30 à 26 années-lumière. Ah, voilà, merci. Alors, un parsec, c'est 30 à 26 à 30... 3,26 c'est exactement. Oui. Alors, c'est 3,26 années-lumière, et mégaparsec, c'est des millions de parsecs, évidemment, c'est gros. Et une année-lumière, c'est... Non, ça d'accord, merci. C'est la distance, c'est la distance parcourant la lumière en une année. Qui eux-mêmes se rassemblent en superamas. Donc, vous avez
vous avez des amas de 5 mégaparsecs et des super amas. Ces derniers, de forme allongée ou aplatie, sont séparés par de grandes zones vides. Alors, vide, qu'est-ce que ça veut dire? Et semblent dessiner des structures encore plus immenses. L'univers est-il vraiment homogène aux grandes échelles? Certains astrophysiciens se posent cette question. Toujours est-il que nous connaissons encore très mal la manière dont la matière est distribuée dans l'univers. En second lieu, les astrophysiciens n'ont pas encore compris comment les structures cosmiques sont apparues dans un univers supposé au départ très homogène. Ils ne savent pas comment les hétérogénéités ont pu naître, ni même comment, une fois apparues, elles ont pu s'amplifier jusqu'à former des structures aussi denses et aussi diverses que galaxies et amas, étoiles et planètes, structures filamentaires ou aplaties. Ce problème de la formation des galaxies constitue certainement un point faible de notre cosmologie. Autrement dit, pour résumer très vite, on ne comprendrait pas comment d'une concentration extrême et isotrope, en se diffusant, c'est pas resté symétrique, si vous voulez. C'est un peu ça. C'est parti un peu dans tous les sens. C'est l'effet de la gravité. Oui, voilà. Non, mais ça reste... on vous en parlerait, hein, parce que là, je suis sur un truc là où je ne connais pas moyennement. Je ne développerai pas ici d'autres problèmes relatifs à la densité de l'univers, à la constante cosmologique, dont il y a plein de constantes, à la prééminence de la matière sur l'antimatière, oui, alors là, on va pas parler de ça. Et bien d'autres. Il est néanmoins remarquable que dans ces grandes lignes, le modèle marche infiniment mieux que n'importe quel autre, ce qui n'exclut pas, bien entendu, qu'il ne soit qu'un reflet qui peut n'être qu'un reflet des mythes de notre civilisation. Voilà.